Bonjour à toutes et tous et bienvenue. Il est 13h05. On va maintenant démarrer ce nouveau webinaire du contract management. On en avait déjà organisé un il y a quelques temps sur le marché du recrutement. Il est toujours accessible sur notre site internet en replay. Donc n'hésitez pas, de la même manière que tous nos événements qui se déroulent en distanciel sont également accessibles qu'à enregistrer sur notre site internet, que ce soit les derniers trophées du contract management qu'on a eu en juin ou les précédents Rex 360 qui sont une présentation multisectorielle de grands projets en contract management. À ce propos, nous organisons le 9 novembre prochain un nouveau Rex 360. Je crois que ce sera la cinquième édition. Et puis, le 20 juin prochain, nous avons le Forum ouvert du Contact Management. Ce sera la cinquième édition également, qui aura lieu cette fois en présentiel. Voilà, donc on vous donnera les dates à la fin du call. Et puis, Nawel, qui a organisé ce webinaire avec moi, pourra également vous les noter dans l'onglet discussion. Voilà, n'hésitez pas à interagir d'ailleurs à travers cet onglet. N'hésitez pas également à poser vos questions. Nawel va les récupérer tout au long du webinaire et puis ensuite on pourra les traiter en fin d'événement puisqu'on aura une question de session-réponse. En attendant, on coupe les micros, c'est plus simple, ça évite les bruits de fond, mais il ne faut pas que ça empêche pour autant les interactions. Voilà. L'objectif aujourd'hui de ce webinaire, c'est de vous présenter la certification reconnue par l'État, donc officielle en contact management. On a décidé de l'organiser parce que au mois de juillet, cette certification a été renouvelée, donc on vous expliquera très rapidement dans quelles circonstances. Et donc on s'est dit que c'était la bonne occasion pour pouvoir en parler un peu plus formellement et informer le grand public de la manière dont ça fonctionne, parce qu'on a beaucoup de questions sur ce sujet, et c'est un sujet important, puisqu'effectivement, c'est à la fois une reconnaissance d'une formation et d'un certain niveau de qualité, mais c'est surtout une très belle reconnaissance pour la communauté du contact management très largement, puisque on a une certification officielle, l'État s'y est intéressé, l'État a confirmé à travers ce renouvellement que notre métier méritait une certification professionnelle, donc ça en dit long sur ce qu'il représente et c'est assez cohérent avec la croissance continue que l'on constate notamment en France depuis une dizaine d'années. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien, toutes et tous. On démarre officiellement maintenant. L'idée, c'est de vous présenter à la fois la certification, les organes aussi qui fonctionnent autour de cette certification, bien comprendre les interactions avec l'État, son éligibilité à différents types de financement et puis la formation, le cursus qu'il apporte. Voilà. J'espère être le plus exhaustif possible, mais encore une fois, si c'est pas le cas, n'hésitez pas à poser les questions qui vous turlupinent. Alors, parlons un peu de France Compétences avant toute chose. France Compétences, c'est une institution nationale publique qui est placée sous le tutelle du ministère en charge de la formation professionnelle. Donc, c'est un organe purement étatique et c'est cet organe qui représente l'instance gouvernementale qui gère la formation professionnelle au sens large. D'accord? Il n'y en a qu'un seul. Donc, tout ce qui est diplôme et certification professionnelle, c'est France Compétences qui s'en occupe. D'accord? Ça, c'est la première chose à savoir. Donc, c'est un organe qui est évidemment totalement indépendant du marché privé. C'est un organe qui décide de l'enregistrement des diplômes et des certifications professionnelles sur un registre dont on va parler un petit peu plus tard. Vous avez ici sur cette slide les principaux rôles, d'accord? Donc je les ai pas tous indiqués, mais j'ai indiqué ce qui vous intéresse le plus. D'abord, répartir les fonds mutualisés aux différents acteurs de la formation. Derrière cette logique de fonds mutualisés, on comprend la logique du financement associé à la formation, elle est très importante en France. Et derrière cette logique du financement, il y a bien évidemment le CPF, dont on discutera un peu plus tard, auquel la formation dont on parle aujourd'hui est éligible. Réguler la qualité, les coûts et les règles de prise en charge de la formation, ça assure à travers France Compétences un certain niveau de qualité. C'est-à-dire que si une certification est enregistrée par France Compétences, donc par le gouvernement français, il y a nécessairement un certain respect qualitatif, aussi bien en termes de pédagogie qu'en termes de suivi administratif, d'accord, qui satisfait un cahier des charges extrêmement précis. Là encore, on en reparlera tout à l'heure. Et puis, une volonté à travers France Compétences de garantir l'adéquation des certifications professionnelles avec les besoins économiques et sociaux. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Si cette certification existe depuis 2016 maintenant et qu'elle est renouvelée, c'est ça, c'est son deuxième renouvellement, c'est qu'effectivement, elle répond à un besoin, en France en tout cas, sociétal, économique, et que ce besoin, on l'estime au moins partiellement satisfait
par ce niveau d'engagement en matière de certification professionnelle. Donc, c'est assez important de dresser le portrait de France Compétences et de comprendre son rôle dans l'enregistrement de cette certification. Euh, pardon. Alors, au sein de France Compétences, il y a deux répertoires et seulement deux répertoires qui couvrent toute la formation professionnelle. Il y a le RNCP, qui est généralement le plus connu, parce que c'est celui au sein duquel, pardon, sont rassemblés ce qu'on appelle les diplômes. Les diplômes, ce sont des documents qui sont remis lorsqu'on satisfait à la réussite d'un examen et d'un examen qui assure des compétences nécessaires à l'exercice d'un métier. D'accord? Donc, au RNCP, on va avoir des masters juridiques, des masters en rapport avec la gestion de projet, des masters achats, etc. D'accord? Et c'est un premier répertoire, mais on ne souhaite pas uniquement à travers France Compétences former à des métiers. Il y a également déjà des professionnels qui ont un socle important, aussi bien en termes de formation initiale qu'en termes de formation continue, et qui ont besoin d'aller plus loin dans la recherche de compétences pour évoluer dans leur activité quotidienne. Et dans ce cas-là, les enregistrements se font au sein du RS, le répertoire spécifique. Et ce répertoire spécifique, lui, il met en exergue des certifications professionnelles qui vont répondre à des besoins complémentaires à l'exercice d'un métier. Exemple, piloter les cycles de vie contractuels. Et c'est précisément le nom de la certification reconnue par l'État qui a été enregistrée au nom de l'ECM, donc de l'École européenne de contract management, qui s'intitule Piloter des cycles de vie contractuels, contract management. Comme ça, les choses sont très claires. On est bien sur une logique de compétences. On cherche à former des gens qui doivent piloter les cycles de vie contractuels, d'accord, et pas seulement des contract managers. L'intérêt du répertoire spécifique, c'est de ne pas se limiter à un métier, c'est de couvrir aussi toutes les fonctions en entreprise qui ont besoin de piloter des cycles de vie contractuels, donc qui ont besoin de ces compétences, à l'image de certains acheteurs, de certains commerciaux, de certains chefs de projet, de certains ingénieurs, qui n'ont pas forcément vocation à être contract manager de profession, mais qui vont utiliser des compétences, des outils, des processus de contract management pour mener à bien leur mission. D'accord? Donc voilà où est enregistrée aujourd'hui cette certification au cœur du répertoire spécifique de France Compétences. Euh, c'est le seul en France. Ça, c'est important à retenir. Depuis 2016, cette certification a été enregistrée. Préalablement, France Compétences s'appelait le CNCP, le Conseil national de certification professionnelle. Ça a changé de nom, la structure a évolué, c'est beaucoup plus organisé. Mais voilà, ça fait maintenant 7 ans que ça existe. Il n'y a pas eu d'autres certifications enregistrées au RS, il n'y a pas eu d'autres diplômes enregistrés au RNCP en matière de contract management. Ça viendra peut-être. Aujourd'hui, c'est la seule. Et il n'y a pas d'équivalent. C'est important de comprendre la différence entre des certificats qui pourraient être proposés par certains centres ou des diplômes universitaires et cette certification professionnelle. Un diplôme universitaire, un certificat tel qu'on le retrouve ailleurs, ne sont pas reconnus par l'État. Donc, ça n'a pas du tout le même impact, évidemment, et ça n'a pas la même crédibilité auprès des employeurs. Un master, en revanche, est nécessairement inscrit au RNCP ou au RS et a une reconnaissance étatique. D'accord? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas simple, c'est assez rigide, c'est très exigeant. Et ça l'est de plus en plus. Je vous ai indiqué quelques chiffres ici. Euh, Depuis la reprise en main par France Compétences, donc ça date de 2019, les taux d'enregistrement des certifications professionnelles et diplômes ont tendance à être assez faibles, voire même à baisser. Pour le répertoire spécifique, donc celui qui nous concerne, c'est seulement 20%. D'accord? Donc il y a deux demandes sur 10 qui aboutissent et la tendance, encore une fois, est à la baisse. Mais c'est normal. France Compétences qui ouvre la voie à des financements publics décide de restreindre les enregistrements pour s'assurer qu'on ne concerne que ceux qui le méritent vraiment. Et là encore, c'est une bonne nouvelle pour notre métier parce que ça confirme à quel point cette communauté du contract management mérite sa certification professionnelle en France. Alors parlons un petit peu CPF maintenant. C'est pas une mince affaire. On ne sait pas toujours encore ce que ça signifie. Alors le CPF, c'est le compte personnel de formation qui remplace le DIF. Donc, le DIF a disparu maintenant depuis quelques années. C'est intéressant parce que c'est un compte qui vient cumuler un certain montant de formation et qui va vous suivre tout au long de votre vie active. Voilà. Et ce financement étatique qui est géré par la Caisse des dépôts et consignations euh, on ne peut y accéder que si on a obtenu un enregistrement auprès de France Compétences. Donc les deux sont totalement liés. Donc, si vous cherchez un jour une formation éligible au CPF,
c'est que nécessairement, elle a été enregistrée par France Compétences au RNCP ou RS, comme c'est le cas pour piloter des cycles de vie contractuels. D'accord? Ça, c'est très important. Si elle n'est pas éligible au CPF, c'est que par défaut, elle n'a pas été enregistrée et donc elle n'a pas de reconnaissance étatique. La plateforme CPF, donc mon compte formation, qui gère l'accès au financement, est totalement indépendante des organismes privés. Donc, nous n'avons pas la main sur cette plateforme CPF. La seule chose que nous faisons, c'est que parce que nous avons un enregistrement, on peut y inscrire notre formation, proposer un certain nombre de sessions et ensuite permettre au grand public de choisir une session et de s'inscrire et de bénéficier du CPF. D'accord? Alors, ce compte s'alimente à hauteur de 500 euros par année de travail, jusqu'à atteindre 5 000 euros maximum. Donc, 5 000 euros, c'est le plafond. Vous ne pourrez pas avoir plus que 5 000 euros, en tout cas à ce jour, sur votre compte CPF. Et ça vaut aussi bien pour des temps pleins que pour des mi-temps. Donc, les salariés à mi-temps cumulent également une valeur monétaire sur leur compte CPF. D'accord. Alors là aussi, la logique est plutôt à la baisse. Après avoir ouvert en grand les portes du CPF, le gouvernement restreint, mais c'est assez logique dans la mesure où on restreint le nombre d'enregistrements, que beaucoup de certifications ont disparu de France Compétences et donc du CPF ces 3, 4 dernières années, notamment au niveau des renouvellements, eh bien forcément, il y a une diminution assez forte des dossiers de formation professionnelle. Bon, évidemment, c'est pas le cas pour notre certification, puisque la demande a plutôt tendance à augmenter, mais de manière générale, le CPF est moins utilisé en France. Alors mon compte formation, si vous vous connectez, vous pourrez assez aisément trouver la certification pilotée des cycles de vie contractuels et vous verrez qu'il y a un certain nombre de sessions par an et que vous pouvez choisir votre session et qu'à partir de là, l'inscription se fait assez automatiquement et que le montant de la formation est déduit de la valeur CPF dont vous disposez sur votre compte. Quelques éléments chiffrés. C'est pas forcément ce sont des chiffres absolument passionnants, mais c'est davantage des chiffres pour que vous vous y retrouviez si vous étiez intéressé à l'avenir par cette certification, puisque ces chiffres sont ceux qu'on retrouve généralement auprès de Pôle emploi, dans certains organismes, auprès de France Compétences, bref, à chaque fois qu'on cherche une logique de financement. Donc il y a une référence d'abord officielle qui est celle de France Compétences, c'est le RS comme répertoire spécifique 6352. Voilà. Donc, si un jour vous cherchez cette formation ou qu'on vous demande la référence de la certification, c'est RS 6352. Après, il y a aussi des nomenclatures des spécificités de formation. Donc, le code NSF, c'est inscrit ici. En fait, il y en a plusieurs. Il y a un code qui est très juridique, le 128G, parce que quand même le contact management reste une discipline juridique. Bien évidemment, ça s'étend à d'autres métiers puisque c'est très pluridisciplinaire, mais il y a quand même une base juridique forte. Et puis un code NSF 310 qui, lui, est beaucoup plus polyvalent et ça tombe très bien parce que c'est exactement ce à quoi notre métier aspire. Les formats codes, c'est aussi un élément qu'on pourrait vous demander, notamment Pôle emploi qui s'appuie sur ces éléments-là. Donc, vous les voyez affichés à l'écran. 13 270, c'est les contrats commerciaux et 32 135, c'est la conduite de projet. C'est pas nous qui les avons choisis, ils nous sont imposés. C'est l'État qui choisit les formats codes et les codes NSF au plus près du descriptif de ce qu'on a fait de la certification. Alors, comme je disais tout à l'heure, le premier enregistrement auprès de France Compétences date de novembre 2016. Il y a eu un premier renouvellement 5 ans après, en octobre 2021, et puis un renouvellement de seulement 2 ans qui nous a obligés à refaire un dossier très rapidement, très très exigeant, avec des chances de succès nécessairement limitées, mais qui a finalement abouti en juillet 2023, avec cette fois un renouvellement pour 3 ans. Voilà, donc la certification est enregistrée pour les 3 ans à venir jusqu'en 2026, juillet 2026. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Il faut savoir que de toute manière, tous les diplômes et toutes les certifications professionnelles sont enregistrées pour une certaine durée auprès de France Compétences. N'importe quel diplôme ou master universitaire, par exemple, ou un diplôme de grande école de commerce ou autre, a nécessairement une durée limitée, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Si on le voit perdurer dans le temps, c'est parce que il est renouvelé, mais que chaque renouvellement fait l'objet d'un dossier très sérieux.
Pour en finir avec les chiffres, le nombre de certifiés, donc depuis 2016, depuis ces 7 dernières années, 400 contract managers ont été officiellement certifiés sur cette certification reconnue par l'État, avec un taux de réussite de 91,3%, qui est un bon taux de réussite. Bien sûr, on ne peut pas atteindre les 100%, ça n'aurait pas de sens. Il y a toujours un taux d'échec qui est lié à plusieurs facteurs. Souvent, le non-respect de la date de remise des épreuves. On parlera des épreuves tout à l'heure. Et dans ce cas-là, c'est comme quand on se présente pas au bac, bah, on échoue. Et puis de temps en temps, un peu d'amateurisme dans les réponses qui sont apportées, ce qui fait que on ne peut pas faire le constat que les compétences attendues et étudiées en formation correspondent au niveau de certification tel que l'État l'exige. Voilà. Bon, mais 91,3%, ça reste un taux de réussite très acceptable. Euh, alors, ici, vous avez le contexte officiel de la certification tel qu'il est visé par France Compétences sur son site. France Compétences, c'est un site internet très détaillé. Et lorsqu'on recherche la certification piloter des cycles de vie contractuels sur ce site, vous avez un contexte, d'accord? Et ce contexte est important parce qu'il vous permet de savoir dans quelle voie vous vous engagez. Bon. Et là, on nous indique que certification, elle s'adresse un public relativement large, c'est assez intéressant, aussi bien des chefs de projet que des juristes, des acheteurs que des commerciaux, des financiers, des bid managers, des services delivery managers et bien sûr des contract managers. Bref, tout professionnel qui a vocation à interagir de manière régulière avec des éléments contractuels, aussi bien en phase avant-vente qu'en phase post-sales, post-signature. Donc, on couvre tout le cycle de vie contractuelle. D'accord? Et on nous indique également dans ce contexte que cette certification permet aux dits professionnels de maîtriser les compétences nécessaires au pilotage du cycle de vie d'un contrat. Voilà. C'est assez intéressant parce que ça nous permet, quand on veut mettre en exergue la certification, notamment auprès d'un employeur, par exemple, et de justifier d'un niveau acquis, de démontrer que on rentre parfaitement dans la case attendue par l'employeur en question. D'accord. Ce contexte est très proche, voire totalement similaire aux offres d'emploi que l'on retrouve en matière de contact management. Et c'est aussi pour ça qu'il a été construit de cette manière-là. C'est aussi pour ça que la formation attenante à la certification a été construite sur cette pluridisciplinarité. D'accord? Donc, si vous avez un jour besoin de justifier de la valeur de votre certification par rapport à son contexte, vous pouvez recopier ce qui est présent sur cette slide ou aller chercher l'équivalent sur le site de France Compétences et ça devrait parler assez aisément aux employeurs et aux recruteurs. De la même manière, on ne va pas revoir cette slide dans les détails, vous avez ici la liste des compétences, d'accord, qui permettent de justifier d'une bonne acquisition des indispensables du contract management lorsqu'on sort de la formation. D'accord. Donc, à partir du moment où vous avez obtenu la certification piloter des cycles de vie contractuels contract management, ça signifie nécessairement, en tout cas aux yeux de l'État, que ces 6 niveaux de compétences ont été atteints. Et ça aussi, en termes de crédibilité et de présentation aux employeurs et aux recruteurs, c'est très important parce qu'on a un élément figé et qui couvre effectivement tout ce qu'on attend d'un contract manager. Que ce soit le pilotage au sens large des contrats, la revue de contrat, la gestion des changements, toutes les techniques fondamentales de négociation collaborative, bien évidemment la pratique financière à travers le pilotage d'un budget et l'amélioration continue des sujets financiers, tout ce qui touche au cœur de notre métier, l'évaluation des risques, quelle que soit la nature des risques, aussi bien en avant-vente qu'en phase post-signature, encore une fois, la traçabilité des événements, la préparation aux éventuels précontentieux et contentieux, le claim management, et puis la résolution de conflits par des techniques de facilitation. D'accord. Donc, pouvoir être en mesure officiellement de justifier de ces compétences qui sont celles attendues par les employeurs et les entreprises, c'est quand même assez intéressant. Et là encore, je vous invite à faire référence au site France Compétences sur la fiche de notre certification. Vous y retrouvez la liste de ces compétences et comme elles sont officielles, elles assurent que lorsque vous avez la certification en poche, vous avez validé l'ensemble de ces acquis. Très rapidement, ça, ce sont des épreuves pour que vous ayez un petit peu en tête comment ça s'organise. Donc, on en reparlera juste après, mais encore une fois, cette certification, elle s'appuie sur une formation. Donc, la formation dure un certain nombre de jours. Et en fin de formation, il y a 2 épreuves. Un QCM qui se déroule en salle. C'est un pur test de connaissances pour s'assurer que l'ensemble de ces disciplines, de ces processus, de ces outils qui ont été étudiés sont maîtrisés
encore une fois, en termes de connaissances. Bon, ça oblige à relire l'ensemble du cursus au moins une fois ou deux pour pouvoir tout réimbriquer. Bon, c'est une trentaine de questions, donc ça représente 30% de la note totale. Et ça se déroule en salle. Et puis ensuite, à distance, vous avez à répondre à un cas pratique qui vous met en condition quasi réelle sur la base d'un certain nombre de documents et d'informations et qui vont vous permettre de produire une analyse de risque, ce qu'on appelle une contract awareness, une sensibilisation contractuelle, une sorte de résumé de contrat qui va vous permettre d'établir un budget, qui va vous faire répondre à un courrier ou gérer un précontentieux, etc., etc. D'accord? Donc là encore, dans la logique qui consiste à s'assurer que la certification répond aux compétences affichées sur la slide précédente, l'étude de cas et le QCM ont forcément été construits dans cette orientation. D'accord? Donc, c'est un peu de travail, bien évidemment. Vous avez 2 mois à la fin du cursus pour pouvoir remettre vos réponses à l'étude de cas. Ça se fait à distance. Vous ne retournez pas en salle. Il n'y a pas d'oral associé. D'accord? Par contre, il y a un jury, bien évidemment, qui va étudier vos retours. Et ce jury, il est constitué de 3 personnes. Et pour s'assurer que cette certification répond toujours aux attentes du marché et aux besoins évolutifs de notre métier de contract manager, nous avons également mis en place un comité de perfectionnement qui se réunit au moins une fois par an, qui revoit l'intégralité de la certification, qui modifie parfois la manière d'organiser les épreuves, le contenu des tests, la manière de noter, la mise en place des différents critères objectifs, puisque bien évidemment, cette certification, lorsqu'elle est corrigée, l'examen, pardon, lorsqu'il est corrigé, s'appuie sur des éléments strictement objectifs, voilà, avec une grille de points qui s'impose à tous les correcteurs. C'est pas au bon vouloir du correcteur, ça n'aurait absolument aucun sens. Quelques éléments pour terminer avant de vous laisser la parole et de prendre les questions que vous pourriez avoir sur cette présentation. Comme je vous le disais tout à l'heure, la certification, elle est associée à un cursus, nécessairement. Et les cursus de formation s'appellent EDCM Premium praticien. Donc, quand vous vous formez Contract Management au niveau praticien, vous êtes préparé au passage de la certification. D'accord? Entre les deux, il y a l'examen. Voilà. Et en cas de succès à l'examen, vous avez la certification. D'accord. Donc, c'est un cursus qui dure 12 jours pour les juristes. Donc, pour toute personne qui a déjà un bagage juridique, ça dure 12 jours. Pour les personnes qui sont non juristes, la formation dure 15 jours. L'intérêt, c'est de faire monter en compétence les non-juristes sur les sujets strictement juridiques pour les rendre ensuite à l'aise sur la partie purement contract management. Bien évidemment, tout ce beau monde se réunit, d'accord, et on passe 12 jours ensemble sur les sujets de pure contract management une fois qu'on est monté en compétence sur les aspects strictement juridiques. D'accord, voilà. Alors, on organise 4 sessions par an en inter-entreprise. Ce sont des sessions qui s'organisent autour de modules. Donc, la formation de 12 jours dure 4 modules de 3 jours. La formation de 15 jours dure 5 modules de 3 jours. À chaque fois, ce sont 3 jours consécutifs. L'idée, c'est de proposer un rythme qui correspond au mieux à celui des professionnels, puisque le but ici, c'est de former principalement des professionnels ou des étudiants qui sortent d'un master ou équivalent. D'accord? Donc, on a principalement des personnes qui ont déjà une connaissance de l'entreprise et qui veulent aller chercher des compétences complémentaires pour leur faire évoluer vers ce métier de contract manager, ou encore une fois, pour intégrer les compétences et les outils dans leur pratique quotidienne sans forcément se transformer. Nous sommes sur des sessions qui sont toujours remplies, ça c'est important. C'est souvent un problème, on ne peut pas en organiser plus, on ne souhaite pas forcément le faire d'ailleurs, c'est une question de gestion de l'agenda et de nos différentes activités, puisqu'on a aussi une activité de conseil et de recrutement en parallèle. Et donc 4 sessions nous occupent suffisamment et en plus, il y a des sessions intra-entreprise. Donc il arrive que des organisations nous demandent d'organiser une session dédiée à un de leurs départements ou à un certain nombre de leurs collaborateurs et c'est le même contenu que celui qu'on propose en inter-entreprise et c'est le même examen et c'est au bout du bout la même certification. Voilà, donc entre ces 4 sessions inter et les sessions intra-entreprise, on est largement occupé et on ne peut pas faire mieux. Mais du coup, le taux de remplissage, parce que cette formation est très demandée et que le contract management est en pleine croissance, comme je le disais en introduction, est toujours de 100%. Et c'est vrai qu'il y a souvent beaucoup de déceptions. Donc, si vous décidiez de vous renseigner, ne tardez pas trop. Si vous avez une session en tête,
et que vous avez véritablement envie de vous y inscrire et que vous avez obtenu en interne, par exemple, les premiers éléments de validation, ne tardez pas à nous envoyer votre dossier de candidature parce que voilà, c'est toujours beaucoup de déceptions. On a notre dernière session de l'année au mois de novembre qui démarre. Elle est déjà complète depuis plusieurs mois et on a encore beaucoup de demandes de gens qui, au mois d'avril-mai, étaient partis du principe que en nous contactant fin juillet ou courant août, il y aura encore des places et c'est plus du tout le cas. Voilà. Donc, il faut un petit peu anticiper votre inscription pour qu'il n'y ait pas trop de déception et que ça rentre dans votre propre agenda. Nous sommes sur des groupes restreints, 14 apprenants maximum. Comme on est sur une formation professionnelle, on a fait en sorte qu'elle soit très pratique, très pragmatique. Donc l'idée, c'est de vous préparer à cet examen, bien évidemment, et donc d'atteindre les compétences que j'ai présentées dans une slide précédente, et également de faire en sorte que lorsque vous sortez de la formation, vous soyez en mesure de pratiquer le contract management du jour au lendemain. Donc pour ça, il faut beaucoup se tester. Et du coup, dans cette formation, il y a énormément de cas pratiques, des mises en situation, des jeux de rôle, qui font que tous les processus et les outils sont d'abord testés en salle avant d'être mis en pratique en conditions réelles. D'accord? Donc ça nécessite d'avoir des groupes qui soient pas trop nombreux pour assurer un suivi à la fois collectif et individuel, bien évidemment. Donc la pédagogie interactive, c'est ce que je vous disais, beaucoup de quiz aussi, à chaque démarrage de nouveaux modules, on a toujours un quiz pour tester vos connaissances et vous préparer à l'examen. En fin de cursus, vous avez accès à une plateforme e-learning qui vous permet de réviser, d'avoir des compléments d'information. On a mis beaucoup de documentation complémentaire, des vidéos, des articles, en relation bien sûr avec la formation elle-même. Cette plateforme, elle est accessible généralement au moins 6 mois au-delà de la fin du cursus. Donc, c'est pas seulement pour réviser le cours en vue de l'examen, c'est aussi pour aller plus loin sur certains sujets et puis compléter l'apprentissage présentiel par un apprentissage tranquille, c'est chez soi, face à son écran. C'est aussi pour certaines personnes de plus en plus indispensable. Dans la mesure où cette certification elle est reconnue par l'État, elle est sur candidature. Donc la candidature est relativement simple, un CV mis à jour et puis un courriel de motivation qui explique votre besoin. On veut s'assurer que vous ne nous rejoignez pas pour rien, que vous avez un véritable projet et que nous pouvons répondre à ce projet. Donc le courriel de motivation, c'est l'assurance qu'il y a une adéquation entre vos besoins et ce que l'on peut proposer. Et si à travers ce CV et ce courriel, on a encore un doute, on organise bien évidemment un échange téléphonique de manière à s'assurer que cette candidature mérite d'aller au bout et ensuite l'ouvrir à l'inscription. Comme on le disait tout à l'heure, on n'a pas beaucoup parlé du CPF, vous vous en doutez, c'est une formation du coup, qui est éligible au CPF, totalement ou partiellement. Il est toujours possible de compléter l'apport CPF par un apport personnel ou par un apport entreprise. On a beaucoup de mix de ce type où effectivement l'entreprise vient payer une partie de la formation sous réserve que le collaborateur prenne en charge l'autre partie sur le CPF. Voilà, ces personnes de s'entendre sur la bonne répartition. En tout cas, de notre côté, ça ne change pas grand-chose. On sait le gérer aussi bien d'un point de vue purement administratif et contractuel que d'un point de vue financier. Il est également possible de se faire accompagner par un OPCO, d'accord, donc les opérateurs de compétences qui financent notamment tous les plans de formation. Je vous propose de vous rapprocher de vos RH ou de votre département formation sur le sujet. Ils seront le mieux à même de vous indiquer si il faut plutôt s'orienter sur une logique de CPF, sur une logique d'OPCO, ou bien sûr, pour les personnes qui n'ont pas la chance d'avoir aujourd'hui un emploi, de s'orienter vers Pôle emploi, qui est un acteur aussi majeur autour de la formation professionnelle et qui, bien évidemment, finance beaucoup plus facilement des certifications reconnues par l'État que des formations qui n'ont pas obtenu ce statut. Donc, on a plusieurs fois par an des candidats Pôle emploi qui viennent s'inscrire ça facilite grandement évidemment l'ouverture sur le marché du travail, notamment en matière de contact management, puisqu'on reste encore dans une situation qu'on connaît depuis ces 10 dernières années où il y a plus d'offres d'emploi que de demandes. Il n'y a pas encore suffisamment de contact managers sur le marché, pas encore suffisamment de personnes formées, donc il est assez aisé de trouver un emploi en contact management en France en tout cas. Voilà. Je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Je suis maintenant évidemment ouvert à toutes vos questions et réponses. Je sais que Nawel, qui travaille dans l'ombre, en a peut-être noté quelques-unes. Je me tourne virtuellement vers elle pour savoir si des réponses sont attendues au-delà de ce que j'ai pu vous présenter. Tu as dû être extrêmement clair parce que je n'ai pas de questions dans le chat.
Très bien, très bien. Bah, on laisse encore une minute ou deux pour s'en assurer. Surtout, n'hésitez pas. Et puis, c'est pas forcément une question écrite. On peut débloquer les micros. C'est le moment pour ceux qui souhaitent lever la main virtuellement et j'essaierai de répondre au mieux. Alors, Alexis pose une question sur les modalités pratiques du cas pratique. Je pense pas qu'on puisse rentrer dans plus de détails sur le fond. Maintenant, ce qu'on peut dire à Alexis, c'est que l'idée du cas pratique, c'est vraiment de pouvoir proposer un, comment dire, un projet réel en conditions quasi réelles qui reprenne en fait les missions qu'on va attendre de nous sur le terrain. Et puis la partie QCM, effectivement, se fait en salle le dernier jour de la formation, Alexis. Et ensuite, le cas pratique se fait à la maison, à distance. Et vous avez 8 semaines à partir de la fin de la formation pour le réaliser. Après, on ne peut évidemment pas rentrer plus en détail dans les modalités. Grégory Hayette pose une question sur le planning de la formation. Le planning qui est effectivement disponible sur notre site internet, hein, je vous ai mis l'adresse du site www.e2cm.net et vous allez voir, le site est très bien construit. Vous allez dans les formations certifiantes, vous avez le planning. Voilà, donc la dernière session pour 2023, on est plein. Maintenant, rendez-vous pour la première session de 2024 sur laquelle il reste encore des places, mais il ne faut pas tarder. Mais en tout cas, pour les sessions de 2023, nous sommes complets. On retrouve également le planning de chaque session sur mon compte formation, la fameuse plateforme CPF, ce qui vous permet du coup de choisir votre session, de cliquer pour vous inscrire, et puis ensuite le processus d'inscription se déroule entre vous et nous par plateforme interposée. Alors, la charge de travail, Alexis s'inquiète déjà, hein, vraiment. Alors, Alexis, il faut commencer la formation et puis après, vous aurez le temps de vous inquiéter pour le. Mais en réalité, non, je plaisante et je comprends tout à fait. C'est toujours une inquiétude au démarrage puisque c'est une formation certifiante. Elle a été construite et la reconnaissance étatique renouvelée à 2 reprises montre que on est en adéquation avec les attentes du marché sur la formation professionnelle. Elle a été construite pour tester la compréhension des missions concrètes du contract manager sur le terrain. Ce qui peut nous différencier, puisqu'il n'existe pas de comparaison possible, puisqu'on est les seuls à être certifiés par l'État. Même les formations universitaires, comme le disait Grégory, n'ont pas de certification, n'ont pas de reconnaissance étatique, hein. Il y a des DU, mais ce ne sont pas des formations qui sont reconnues par l'État, puisque il n'y a pas de contrôle des contenus et de la pédagogie. Donc cette formation, elle permet de s'assurer que sur la mise en pratique, qui est testée tout au long de la formation, on soit en capacité, dès un premier poste, y compris pour les juniors, de pouvoir répondre aux attentes par une structuration et des livrables extrêmement concrets sur les différents angles de notre discipline qui en fait englobe une pluridisciplinarité importante, comme l'a décrit Grégory. Voilà ce qu'on peut dire, Alexis, là-dessus. Donc, ça a été construit aussi en termes de charge. C'est une formation professionnelle, donc totalement adaptée à l'activité des professionnels, puisqu'on sait très bien qu'ils sont en poste. Donc, 8 semaines, c'est largement suffisant pour pouvoir réaliser le cas pratique sans y passer tous ces week-ends. Voilà ce qu'on peut dire. Effectivement, je rejoins ce que disait Nawel. Alors, un tout petit complément, on nous pose aussi la question de savoir si la formation elle-même est une grosse charge de travail. On a fait en sorte que ce ne soit pas le cas. Ce sont des modules qui sont déjà suffisamment intenses. On est sur 7 heures et demie de formation par jour. Et comme on est au cœur de la pluridisciplinarité, il y a beaucoup de choses à étudier et c'est très dense. Mais c'est aussi le principe pour un professionnel d'obtenir un peu de densité. On n'est pas du tout effectivement sur une formation universitaire. Par contre, entre chaque module, il n'y a pas de travail particulier à la maison. C'est pas le but, sinon de la révision pour le module suivant, puisqu'en fait, chaque module s'imbrique, on ne revient pas en arrière. Le seul travail qui vous est proposé, c'est entre le quatrième et le cinquième module, donc entre les deux derniers, dans la mesure où le dernier module s'organise principalement autour d'une mise en situation géante, où on va scinder le groupe en deux, avoir du coup un sous-groupe qui représente un client,
et l'autre sous-groupe qui représente un prestataire et qui joue un cycle de vie contractuel en conditions quasi réelles, on met à votre disposition le contrat qui porte ce jeu de rôle. Et donc le contrat doit être lu et étudié avant le dernier module, parce qu'on n'aura pas le temps de le faire en salle. Donc c'est à peu près le seul travail à fournir au cœur de la formation. Et puis dans le cadre de l'examen, sur le cas pratique, effectivement, 8 semaines pour le rendre. On a pu voir que d'une personne à l'autre, le temps de travail varie d'une journée et demie à 3 jours à peu près en moyenne. Voilà, pour fournir l'ensemble des réponses attendues au cas pratique. Absolument, ça a beaucoup évolué, mais c'est assez conforme à ce qu'on voit de manière générale dans les autres pays où le contract management mature progressivement. On est arrivé à un bon niveau de maturité maintenant en France, donc on se rapproche de ce qu'on voyait 10 ans en arrière dans les pays anglo-saxons. Je pense principalement aux États-Unis et l'Angleterre, où le contact management était déjà assez présent. On a eu un petit retard au démarrage en France, mais on l'a largement rattrapé. Preuve en est encore cette certification. À ma connaissance, mais je me trompe peut-être, mais je suis assez sûr de moi, il n'y a pas d'autres diplômes ou certifications professionnelles reconnues par un autre État dans le monde. Donc, Cocorico, merci la France, belle mise en avant de notre métier. Maintenant, pour répondre plus précisément à votre question, l'évolution s'est faite dans ce sens. On a eu d'abord beaucoup de juristes qui se sont intéressés au contract management, donc avec un taux autour de 50-60% de juristes pour 40% à peu près d'autres métiers, donc des non-juristes, que ce soit, encore une fois, des commerciaux, des chefs de projet, des ingénieurs. Et puis, depuis maintenant bien 6 ans, je dirais même 6-7 ans, ça s'est renversé et c'est stable et ça ne bouge plus. On a 30% de juristes pour 70% de non-juristes. Et dans ces 70% de non-juristes est venue s'ajouter une population importante d'acheteurs. Au départ, le contract management arrive souvent via les prestataires. On se protège face à notre client, qui a des exigences fortes en matière de suivi contractuel et de pilotage. Et puis, progressivement, les clients se rendant compte qu'ils ont face à eux des experts du pilotage, décident de s'armer également. Et donc, dans un second temps, les clients cherchent à former des contract managers et à les intégrer en interne, et ça passe souvent par les acheteurs qui eux-mêmes acquièrent des compétences de contract management ou se transforment en contract management, en contract manager, pardon, ou intègrent dans leur département un groupe de contract managers. Voilà. Donc, phase croissante des acheteurs au sein de ces 70% de non-juristes au cœur de nos formations. Mais ce pourcentage que je vous donne est exactement celui qu'on retrouve sur l'enquête nationale Contract Management qu'on a présentée en juin dernier lors des trophées du Contract Management. L'enquête est encore accessible sur notre site internet. Vous avez beaucoup de chiffres, beaucoup d'éléments qui vous permettent de savoir où se situe notre métier sur à peu près 25 questions clés. Et l'une des questions est de savoir effectivement comment se répartit la population des Contract Management, des Contract Managers en entreprise cette fois. On retrouve la même logique, 70% de non-juristes pour 30% de juristes. Il n'y a pas d'autres questions. Donc, oui, effectivement, Maximilien, ça se confirme. Pas d'autres questions. Vous pouvez nous contacter. Grégory vient d'afficher la slide par email à l'adresse contact. Et puis, vous avez énormément d'informations sur notre site web. Dans la rubrique également communauté, publication, vous allez voir tous les replays des précédents événements. Et puis, voilà, nous restons à votre disposition à travers l'adresse mail contact pour vous apporter des informations peut-être plus immédiate sur une inscription, ou toute autre question, pratique. Voilà pour, en tout cas les informations de contact. Oui, merci beaucoup Nawel, que je te remercie pour ton accompagnement et la préparation de ce webinaire. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là en début de session que nous organisons le 9 novembre prochain un nouveau Rex 360 multisectoriel. Donc, on a toujours 3 experts du contract management qui viennent nous présenter un projet, euh, généralement
assez, assez parlant pour notre métier. Et on fait en sorte d'avoir différents secteurs représentés. Donc, on a une présentation des risques, des problèmes, des opportunités propres à ce secteur. Et Rex, donc retour sur expérience après Rex, on en apprend beaucoup sur ce qui se passe au sein des différentes organisations. Donc, on aura à nouveau 3 experts au mois de novembre qui vont venir nous présenter leur vision du contract management et leur manière de le mettre en pratique. Et puis, ça, c'est en distanciel. Et puis, au mois de juin, le 20 juin, la date a été entérinée, nous organisons la 5e édition du Forum ouvert du Contract Management. Donc ça, c'est un format assez chouette qui plaît beaucoup à la communauté, où on organise au total sur une matinée 15 mini-conférences d'à peu près 40-45 minutes. Donc c'est 15 experts au moins à rencontrer, 15 sujets traités. On fait son choix de table, on change de table si on n'est pas intéressé. C'est assez interactif et très horizontal comme mode de gouvernance. Donc, bien sûr, vous en saurez davantage sur ces différents événements à travers nos communications. On communique beaucoup sur LinkedIn aussi, sur les événements, sur les apports d'articles, les vidéos que l'on peut vous proposer, et puis le soutien à nos anciens stagiaires qui de temps en temps se mettent eux-mêmes à écrire ou à nous proposer du contenu. Donc, c'est aussi un bon moyen de savoir comment évolue la communauté et ce que nous pouvons vous proposer. Voilà. Je crois que j'en ai terminé. S'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, eh bien, je vous laisse pour le reste de votre après-midi. Je vous remercie chaleureusement de nous avoir consacré un petit peu de temps sur votre pause méridienne. Et bien évidemment, on reste à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir dans un second temps. Voilà. À très bientôt. Bonne fin de journée à tous et toutes. Merci.